Donc ce soir, nous accueillons Xavier Vasquez, qui est CTO IBM Technologies France. Monsieur Vasquez est également membre du comité de direction d'IBM France. Il a un certain nombre, plusieurs domaines d'expertise, et donc en particulier dans le domaine de la stimulation cérébrale profonde et l'utilisation de techniques de machine learning dans les neurosciences. Donc qui est un thème qui est extrêmement intéressant. Il a également participé et collaboré à plusieurs projets en partenariat avec le CNRS, l'INSERM et l'École polytechnique fédérale de Lausanne sur ces thématiques. Alors aujourd'hui, il va nous donner une conférence sur le thème « Nouvelles technologies, révolution ou évolution ». L'idée est d'appréhender toutes les évolutions technologiques et leur impact sur la société et l'économie, en particulier l'intelligence artificielle, le cloud computing, la blockchain ou encore le quantique, qui est aussi un sujet extrêmement passionnant et intéressant. Donc je vous laisse la parole sans plus tarder et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation et de me donner l'occasion de parler des nouvelles technologies. Donc l'objectif pour moi, ça va être de présenter plus que des tendances, c'est les différentes technologies que l'on va voir apparaître on va dire, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. On y travaille de manière assez forte et de donner quelques briefs d'idées, de concepts autour de l'impact de ces différentes technologies. Alors, pour commencer, je vais essayer de poser un cadre, passer un peu de temps sur qu'est-ce qu'une technologie, quel est l'impact, est-ce qu'on a déjà de l'expérience sur ces types de technologies, en regardant un petit peu derrière nous. Et donc, quand on parle de révolution ou d'évolution, globalement, quand on regarde l'ensemble des technologies, c'est toujours quand même une évolution. C'est-à-dire ça n'est pas d'hier, à moins d'avoir l'idée lumineuse qui fait la grosse différence. En général, toute technologie, pour nous, fait partie d'un long processus d'évolution. Et si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, on peut remonter assez loin dans l'intelligence artificielle. Si vous prenez Aristote, par exemple, eh bien, déjà à l'époque, il se posait un certain nombre de questions et avait quelque part défini ce qu'est une intelligence artificielle. Alors, il ne l'a pas appelé intelligence artificielle, mais il a commencé à réfléchir, à penser la manière dont on pourrait mécaniser un raisonnement. Donc il a mis en place un certain nombre de choses, un certain nombre de concepts. Par exemple, bien connu, le syllogisme. Alors le syllogisme, il y a un exemple qui est célèbre, qui est que les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça ressemble vaguement à un algorithme, et partant de ce principe-là, de la philosophie, de la logique, eh bien, on pense que l'intelligence artificielle est née parce qu'on a fait évoluer les ordinateurs de manière assez conséquente, mais en fait tout ça est issu d'un long processus où les philosophes qui parlaient de logique, les mathématiciens, qui étaient deux matières complètement différentes, à un moment donné se sont réunis et ont commencé à bâtir les premiers systèmes. Déjà dans la mythologie grecque, il y avait un dieu qui s'appelait Héphaïstos, qui était le dieu des artisans, et qui déjà créait des créatures artificielles qui effectuaient des tâches bien mieux que les êtres humains, qui faisaient des tâches parfaites, même si il donnait un certain nombre d'exemples dans la mythologie, des certaines légendes, par exemple un géant qui protège une île et qui montrait que l'être humain était suffisamment malin pour déjouer un petit peu ça. Mais déjà à l'époque, il y avait cette notion de se dire, tiens, on va créer des choses qui vont être complètement automatisées. Je vais appeler un tabouret qui va venir de lui-même parce que j'ai envie de m'asseoir, ou une cithare qui joue toute seule, etc. etc. Et donc, toutes ces idées-là, ces concepts-là, en fait, se construisent au fur et à mesure et vont donner petit à petit le concept d'intelligence artificielle. Donc, il y a eu la mythologie, il y a eu Aristote, et puis si on continue, il y a Euclide qui a mis en place un langage de raisonnement avec les éléments. Et puis, il y a plusieurs siècles après, El-Khwarizmi, qui est l'inventeur de l'algorithme et de l'algèbre, qui a aussi posé les bases d'un raisonnement mathématique que l'on peut conceptualiser, de mettre sur papier tous les concepts comme ça. Puis, si on saute un petit peu, même les philosophes, Hobbes, Leibniz, Rousseau,
étaient déjà en train de réfléchir à se dire que finalement, penser, c'est calculer. Donc dans leur vision des choses, hein, ce qui ne veut pas dire que c'est vrai, mais dans leur vision, c'est toute pensée peut être traduite en langage mathématique. Et ce faisant, avec cette idée en tête, eh bien, à un moment donné, Alan Turing, par exemple, a conceptualisé un certain nombre de choses et a commencé à bâtir les premiers systèmes. Et le mot intelligence artificielle, il arrive dans les années 50, une première conférence à l'université de Dartmouth aux États-Unis, où le mot intelligence artificielle est né. Et donc, un certain nombre de chercheurs se sont dit, à cette époque-là, on va bâtir des systèmes qui vont imiter le cerveau humain. 3 ans après cette conférence, 1956, je crois, Marvin McCarthy et Minsky ont bâti le premier laboratoire d'intelligence artificielle avec cette idée de bâtir un système qui imite le cerveau humain. Beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, beaucoup de désillusions. À cette époque-là, c'était impossible à imiter, et je dis cette époque-là, mais encore aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait vraiment cette conviction-là, et en fait, l'intelligence artificielle a passé un long hiver, parce que justement, dans cette incapacité de faire quoi que ce soit, même si, dans les années 70 et 80, on a commencé à avoir les premiers algorithmes de machine learning sur des cas d'usage assez concrets, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis, il y a eu Kasparov. Alors, à un moment donné, il y a eu une machine qui a été conçue par IBM et qui a battu Kasparov aux échecs. Et quelque part, ça a été un petit peu le moment où on s'est dit, tiens, la machine peut faire mieux que l'être humain, notamment sur un jeu qui demande beaucoup de réflexion et un jeu d'échecs. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais cette histoire, elle m'intéresse. Il y a un statisticien qui s'appelle Nate Silver et qui, à un moment donné, s'est posé la question de savoir mais comment cette machine a pu vaincre Garry Kasparov. Et donc, il a mené sa petite enquête, et un des concepteurs de Deep Blue, qui était la machine qui a conçu ce programme-là, eh bien, à un moment donné, dans la partie, Kasparov a un peu perdu ses moyens. Et on s'est posé la question pourquoi Kasparov, à un moment donné, s'est un peu perdu les moyens et n'a pas pu vaincre un coup qui semblait quand même bizarre. Et en fait, à un moment donné, à l'époque, les combinaisons étaient toutes codées. Et quand Garry Kasparov avance un pion, la machine a essayé de chercher la bonne combinaison et le bon coup à jouer. Et il s'avère qu'elle ne l'a pas trouvé. Et donc, elle a joué un coup au hasard. Et à ce moment-là de la partie, Kasparov s'est dit, la machine est en train de me jouer un tour, c'est bizarre, et a commencé un petit peu à perdre ses moyens et a perdu la partie. Donc je vous recommande ce livre-là de Nate Silver, parce que quelque part, le hasard, des fois, peut faire bien les choses et a lancé en fait toute une thématique autour de l'intelligence artificielle. Et puis est venu Watson, qui a vaincu les joueurs au jeu de Jeopardy, et dernièrement, on va dire, le plus célèbre, c'est DeepMind, qui lui, en s'entraînant tout seul, a vaincu les plus grands joueurs au niveau mondial du jeu de Go, qui là était vraiment une sacrée prouesse. Donc il y a eu en fait tout un tas d'étapes avant d'arriver à des intelligences artificielles qui déjà peuvent surpasser, on va dire, l'humain. Après, quand on parle de technologie, il y a une autre chose à réfléchir, c'est l'impact de la technologie au niveau d'une économie, d'une profession ou d'une société. Et si on se place dans les années 1900, dans les rues de New York, à l'époque, on avait des gens qui allumaient les réverbères, c'est-à-dire les lampes, soit en utilisant du gaz ou de l'huile. Et donc, ils arrivaient avec leur échelle, avec une certaine agilité, ils arrivaient à allumer, par exemple, tous les quartiers au niveau de New York. Et puis, à un moment donné, l'ampoule a été inventée. Et ce métier-là, c'était un bon métier, au même titre que le postier, que la police. Et à un moment donné, on a commencé à équiper certaines rues avec des ampoules. Ça veut dire qu'un enfant pouvait tout simplement appuyer sur un bouton et le réverbère s'allumait. Et donc, il y a eu à un moment donné une protestation des allumeurs de réverbères, et on commençait à se mettre en grève. Et petit à petit, les quartiers ont commencé à augmenter, c'est-à-dire que là où on pouvait allumer un réverbère, on pouvait maintenant descendre dans la rue et allumer toute une allée.
et en bas de la rue, éteindre avec un simple bouton. Et puis petit à petit, c'est plus une rue, mais carrément des quartiers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, cette profession a complètement disparu. Et donc, il y a un article du New York Times qui dit « New York Lights now robotized ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en gros, ça a un impact direct sur une profession qui a été complètement écartée et dont les personnes n'ont pas pu retrouver un emploi comme ça, parce que c'était quand même très spécifique. Maintenant, si on prend l'électricité et la lumière, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que ça a été d'une certaine utilité, que ce soit pour l'économie, pour ce que l'on fait aujourd'hui, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'histoire, on a écarté une profession pour faire venir une technologie. Ça a amené des protestations, ça a amené à certaines conséquences. Et par contre, la technologie a permis de faire, par exemple, grimper l'économie, créer de nouveaux emplois, etc., etc. Et pour la petite histoire, à un moment donné, les policiers ont carrément remplacé les allumeurs de réverbères. Et par exemple, il y avait un jeu à Harlem qui était fait par ce qu'on appelle les boys là-bas, qui s'amusaient à éteindre ce que faisaient les policiers, qui étaient beaucoup moins agiles que ceux qui l'allumaient précédemment. Et puis, il y a d'autres types de technologies. Là, vous voyez Gutenberg avec l'impression, où lorsque cette technologie a été introduite, elle n'a subi quasi aucune contestation. Et la raison est que lorsque cette technologie est arrivée, les copéistes et les scribes qui recopiaient les bouquins à la main, eh bien, à un moment donné, lorsque cette techno est arrivée, se sont reconvertis en d'autres métiers. Par exemple, le design de bouquins, ouvrir une petite librairie, etc., etc. Ce qui fait qu'ils n'ont pas perdu de salaire, ils n'ont pas perdu leur profession, même au contraire. Et donc cette technologie a été acceptée et même encouragée pour justement développer un certain nombre d'activités. Dans les deux professions, il y a un cas, il y a quelque chose qui est assez flagrant, c'est que par exemple dans la première, en gros, la profession existait depuis le XVe siècle. Et il a suffi de quelques années pour la faire complètement disparaître. Dans l'autre cas, ça durait depuis des siècles même, et ça a été progressivement adapté à cette nouvelle technologie. Et en gros, une des questions fondamentales lorsqu'une une technologie arrive à un moment donné, c'est son adoption. Et donc, quand on regarde un peu quelques articles d'économie qui analysent ça, une des premières des choses qui est flagrante, c'est que la différence de revenus entre les pays riches et les pays pauvres est directement corrélée à l'adoption de la technologie qu'a un pays plutôt qu'un autre. Et donc c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a eu des cas dans les siècles derniers où des pays, des empires, on peut même remonter à l'Empire romain, où des technologies étaient interdites, refusées, par peur de la protestation, par peur de laisser tout un pan de la société sans travail. Et donc, une des grandes analyses qui est faite dans un bouquin qui s'appelle « Technology Trap », que je vous recommande aussi, eh bien, c'est de dire que quand une technologie vient casser quelque chose qui existe depuis très longtemps, eh bien, ça peut engendrer des protestations, ça peut engendrer des problèmes sociaux, ça peut engendrer des problèmes économiques, et que tout ça, en fait, lorsqu'on introduit une technologie, lorsqu'on l'adopte, eh bien, il n'y a pas la technologie pour la technologie, mais de prendre en compte le contexte et l'environnement dans lequel on est. Et puis, si on se place à aujourd'hui, la technologie peut aussi induire un certain nombre de choses. On profite beaucoup depuis la révolution industrielle, de l'automobile, du téléphone, des ordinateurs, de tout ce que l'on veut. Mais il y a aussi un contexte aujourd'hui qui est le réchauffement climatique, c'est assez concret. Et donc, il y a un impact à prendre en compte lorsqu'on design, on va dire, des nouvelles technologies. La pollution, je ne vous fais pas un dessin, mais voilà, les matières plastiques, tout ce qu'on leur rejette finalement dû peut-être à la surconsommation. Un phénomène aussi qui est induit par les réseaux sociaux, c'est des fois il y a des groupes, des communautés qui pensent que derrière un gouvernement, derrière une entreprise, des gens tirent des ficelles, et donc il y a un sentiment un peu de complotisme, un peu de défiance envers le système. Et donc tout ça participe un petit peu à la protestation, à la défiance que l'on peut avoir envers des technologies. Et puis l'obsolescence programmée.
quel est mon rôle, moi, en tant qu'ingénieur? Est-ce que j'utilise de la technologie pour avoir un impact sur l'être humain, pour améliorer sa santé, pour améliorer l'environnement, pour voilà, des choses qui me bottent, ou est-ce que je suis là uniquement pour faire du commerce et induire de l'obsolescence programmée et quelque part être à l'encontre de toutes ces valeurs-là? Il y a un contexte aussi instable au niveau mondial. Alors je parle là, ça c'est pas une photo qui vient du conflit ukrainien, c'est plutôt en Afghanistan, mais il y a des choses qui se passent, et notamment en termes de sécurité. Beaucoup de sujets autour de la sécurité et de la cybersécurité. On parle de cyberattaques, on parle de cyberguerre, et donc toute notre économie, qu'on le veuille ou non, repose sur des systèmes informatiques. La moindre transaction bancaire, lorsque vous allez dans un magasin, la moindre caisse enregistreuse, vos assurances, vos données de santé, tout ça, les données du gouvernement, vos impôts, tout ça repose sur des systèmes informatiques. Et donc, s'ils sont attaqués, s'ils sont dévoilés, si on pique de la donnée, eh bien, ça peut avoir des conséquences assez graves. Et puis, il y a l'utilisation de la technologie. Est-ce que j'utilise de la technologie pour évaluer des citoyens, leur donner une note, les classer? Est-ce que je fais une bonne utilisation de la technologie? Et est-ce que j'évite vraiment que la société se fracture, se décompose et finalement, au sein même d'un pays, on a différentes communautés qui finalement n'arrivent plus à vivre ensemble. Et puis le petit dernier né, hein, vous en avez entendu parler, c'est le Covid, et puis et au-delà du Covid, hein, avec tout ce que ça implique. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie justement pour éviter ce genre de situation? Vous avez remarqué quand même qu'on a eu le Covid-19 et qu'en un temps record, il y a eu des vaccins qui ont été mis sur le marché. Alors, plein de choses, on peut interpréter ça de différentes manières, mais des choses concrètes, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire, pour trouver une molécule, il fallait des décennies, parce qu'il fallait faire un screening de toutes les molécules existantes, il fallait utiliser des ordinateurs qui essayent de voir comment différentes molécules pouvaient interagir entre elles. Et puis la puissance de calcul augmentant, on peut maintenant en quelques heures faire un screening de 8000 molécules et en identifier 7 qui sont des candidats potentiels. Et donc c'est ça aussi l'impact que peut avoir la technologie sur justement des cas comme ça. Alors, je ne voulais pas vous plomber l'ambiance avec tous ces problèmes. Et donc, heureusement, les ingénieurs sont là pour adresser ce type de problème. Et donc, s'il y a des problèmes sur Terre, on peut très bien aller sur Mars avec Elon Musk qui nous promet une vie meilleure sur Mars, ou tout simplement rester chez soi et d'utiliser nos moyens pour commander, par exemple, le dernier produit à la mode que l'on peut nous livrer en 1 heure de temps, ou carrément utiliser de l'intelligence artificielle pour anticiper nos besoins. Et donc, tout ça peut faire un peu peur, mais aussi, il y a d'autres types de technologies qui sont utilisées pour, par exemple, on crée de l'intelligence artificielle qui est entre nous un simple outil créé par l'homme, c'est des lignes de code complètement maîtrisables, mais par contre, on nous vend l'idée qu'un jour, des robots vont prendre le contrôle et vont pouvoir nous attaquer. Donc il faut mettre des puces dans le cerveau pour augmenter nos capacités et pouvoir contrer justement ces systèmes d'intelligence artificielle. Alors je suis un peu provoquant là-dessus, parce que la technologie finalement, on peut en faire beaucoup de choses. On peut l'utiliser à bon escient ou on peut l'utiliser à mauvais escient. Et donc ça, c'est vraiment un choix qui est à faire et qui est important de prendre en compte lorsqu'on développe de la technologie. Et donc je reprendrai les mots d'Alan Turing que je vais vous lire. Nous pourrions produire des modèles électriques assez précis imitant le comportement des nerfs, mais il ne semble pas y avoir grand intérêt à le faire. Ce serait comme consacrer beaucoup de travail à fabriquer des voitures avançant sur des jambes au lieu de continuer à se servir des roues. Et donc, quand on aborde un défi avec de la technologie, on n'a pas besoin de réinventer la roue ou d'ajouter de la technologie pour de la technologie, mais vraiment de se poser la question de l'impact qu'a cette technologie sur nous, sur notre environnement, sur notre société, sur l'être humain, et de savoir que lorsqu'on lance quelque chose, quel va être l'impact sur la dernière personne qui va l'utiliser. Et donc, les mêmes technologies que vous avez vues derrière, par exemple la stimulation cérébrale profonde, eh bien, cette même technologie est utilisée
sur des patients qui souffrent d'un certain nombre de pathologies, comme la maladie de Parkinson, comme des problèmes de mouvement qui engendrent des tétraplégies. Eh bien, ces mêmes techniques, en mettant des électrodes très profondément dans le cerveau à certaines zones qu'on appelle les noyaux gris, eh bien, on peut faire remarcher certains patients, on peut leur donner une nouvelle vie, une meilleure qualité de vie. Et donc, cette même technologie peut avoir des conséquences assez différentes, puisque Elon Musk, par exemple, n'a pas inventé ça tout seul. Depuis les années 80, en fait, il y a un professeur qui s'appelle Halim Louis Benabid, qui est de Grenoble, c'est un Français, qui le premier a mis en place des électrodes dans le cerveau pour justement guérir un certain nombre de pathologies, notamment le Parkinson et le tremblement essentiel. Et donc, la technologie, l'IA, on peut l'utiliser par exemple pour faire du diagnostic de mélanome de la peau. On sait aujourd'hui que l'IA va détecter un mélanome de la peau avec une précision de 97% qui est bien meilleure que n'importe quel dermatologue de cette planète. Donc c'est un outil qui va assister un dermatologue pour faire justement un certain nombre de diagnostics précis. On peut l'utiliser pour des personnes qui ont le diabète avec un assistant qui va contrôler la glycémie et qui va dire exactement ce qu'il faut faire dans la journée pour adresser ce type de problème. Et puis, on peut utiliser l'IA pour nous protéger, pour protéger les gens. Par exemple, si vous vous baladez en voiture dans les rues de Montpellier, eh bien, vous pouvez très bien avoir un système qui va détecter les personnes qui traversent ou des choses comme ça et qui va faire en sorte que le véhicule va s'arrêter. Ça vous paraît simple aujourd'hui, ça l'est. Mais voilà aussi une utilisation concrète, on va dire, de la technologie. Et on peut aller très loin. On peut l'utiliser dans l'agriculture pour savoir quelles sont les zones qui vont devoir être arrosées en priorité pour faire des économies d'eau. On peut l'utiliser pour détecter des défauts sur, par exemple, dans l'industrie. On peut utiliser des drones pour faire le tour des bâtiments et détecter, par exemple, des fissures, des failles qu'il va falloir réparer. On peut comme ça aller très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la nouvelle manière d'approcher les choses. Il y a eu une augmentation de la donnée qui est assez considérable, il y a eu une augmentation de la puissance de calcul qui est assez considérable, et puis finalement, lorsque vous êtes un chercheur, il fut une époque où vous alliez dans votre labo, dans votre paillasse, vous regardiez un petit peu la littérature, et puis vous commenciez à chercher de manière un peu opportunistique l'idée que vous voulez développer. Et vous passiez un certain nombre de temps, on va dire, à faire des simulations, à faire des expérimentations pour, à un moment donné, après quelques années de recherche intense, aboutir à un produit, à un médicament ou quelque chose comme ça. La manière dont est abordée la recherche aujourd'hui en utilisant ces technologies-là est complètement différente. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes travaillé dans un domaine dans lequel il y a 140 000 papiers qui sont publiés chaque jour, en tant que chercheur, jamais vous arriverez à lire 140 000 papiers à l'année. Ça, je vous le garantis, on n'a pas assez d'heures pour le faire. Par contre, vous avez des systèmes qui vous permettent d'ingérer tout ce contenu et, moyennant un certain nombre de recherches, d'identifier les sujets, les papiers qui vont être d'intérêt pour vous pour pouvoir aborder un sujet. C'est ce qu'on a fait ici en France avec l'Institut Pasteur, qui s'intéresse à ce type de technique pour essayer d'identifier les interactions entre les protéines et donc justement de diminuer, de compresser ce temps de recherche pour évaluer des candidats potentiels pour des thérapies futures. Ça date de longue date, mais par exemple, lorsqu'on fait de la stimulation cérébrale profonde, vous avez pas mal de cibles potentielles. Et donc, vous avez plein de collègues qui publient dans le monde entier. Et donc, en utilisant de l'IA, de la compréhension de texte, vous pouvez on va dire, générer un certain nombre de modèles qui va vous dire pour tel type de pathologie, qui a telle mutation, qui a telle caractéristique, la meilleure cible, potentiellement à 90%, c'est celle-ci. Donc c'est vraiment, faut le voir vraiment comme quelque chose qui peut augmenter l'humain. Et un exemple très concret, c'est on entre dans une ère d'accélération des découvertes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Il fut une époque où, pour découvrir un nouveau matériau, il fallait à peu près 10 ans et entre 10 et 100 millions de dollars d'investissement. Aujourd'hui, sur certains axes de recherche, c'est 1 an et 1 million de dollars. Alors, j'ai un exemple très concret en tête. Chez IBM, par exemple,
on a synthétisé un générateur de photoacide. Alors c'est compliqué, c'est juste un matériau qui est critique dans la production de semi-conducteurs. Et ça a été fait en un an, en moins d'un an, parce qu'on veut remplacer certains composants des semi-conducteurs, parce que certains sont peut-être pas bons, sont pas durables, et donc on va essayer de changer les semi-conducteurs pour qu'ils soient bien plus efficaces et plus durables. Et donc la manière d'aborder la recherche est complètement différente, c'est-à-dire qu'en utilisant de l'IA, du calcul scientifique, on va ingérer beaucoup de données qui ont été publiées un peu partout dans le monde et compresser ce temps pour, par exemple, trouver de nouveaux matériaux. Et quand on regarde ce que fait la recherche, il suffit de taper intelligence artificielle, machine learning et deep learning dans ce qu'on appelle PubMed, donc c'est la grosse base de littérature scientifique, notamment dans la médecine. Vous voyez une augmentation assez conséquente du nombre de papiers qui maintenant utilisent l'IA pour justement faire ces recherches, donc ça va de pair. Je parlais d'utilisation, on se pose beaucoup de questions sur l'éthique au niveau de l'intelligence artificielle. Et par exemple, chez IBM, on a interdire de vendre des logiciels à reconnaissance faciale à usage sécuritaire. Donc c'est une position qui est assez forte, mais on a vu un certain nombre de problèmes dans les journaux sur la reconnaissance faciale. Et donc, à un moment donné, les entreprises de technologie doivent aussi prendre position et de dire attention, pour certains cas d'usage, ça peut être dangereux parce que ça peut être soumis à des biais, parce que les données ne sont pas bonnes, elles doivent être de qualité. Et donc, il y a plein de choses à prendre en compte avant de mettre sur le marché une technologie. Et donc, on pense à plusieurs choses. On pense à, lorsqu'on met une technologie, quel est le sens de cette techno? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Est-ce qu'elle augmente bien l'humain? Est-ce qu'elle essaye d'apporter vraiment quelque chose d'assez concret pour la société? Qu'est-ce qu'on fait des données? Donc ça, c'est une chose qui est importante, mais par exemple, lorsqu'on travaille avec des entreprises ou des gouvernements, lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle avec des données de nos clients, on ne va pas utiliser les données de nos clients pour alimenter nos propres systèmes d'intelligence artificielle pour d'autres utilisations. C'est-à-dire que dans notre métier, chez IBM, on va faire très attention à ne pas utiliser ces données-là. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres entreprises qui ne vont pas hésiter à utiliser les données de leurs propres clients pour alimenter leur propre système d'intelligence artificielle et derrière développer de nouveaux services, etc. Même vous contribuez à alimenter des systèmes d'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous vous connectez à une messagerie ou à un réseau social ou des choses comme ça, vous avez souvent, vous savez, pour ne pas être un robot, vous dites « je veux être sûr que vous n'êtes pas un robot ». Et donc, merci de cliquer sur le panneau de signalisation ou sur la voiture. Donc, vous, pour rentrer sur votre messagerie, qu'est-ce que vous faites? Vous allez cliquer en disant « oui, ça c'est bien un panneau de signalisation, etc. » En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez gratuitement pour la société en question qui va justement faire alimenter ces systèmes d'intelligence artificielle et donc la classification d'images. Alors, quand vous développez le véhicule autonome, un véhicule autonome, il a besoin de faire quoi? Il a besoin de savoir les panneaux de signalisation. Et en fait, le travail d'automatisation demande beaucoup de travail manuel. Et pour reconnaître les panneaux de signalisation, on a besoin de gens qui labellisent les données. Et donc, d'où, très souvent, vous avez un mot de passe à rentrer, on vous demande de mettre une souris et de dire où sont les panneaux de signalisation. Donc la prochaine fois que vous voyez des images comme ça, vous penserez à moi et vous saurez pour qui vous travaillez. Et puis ensuite, il y a l'intelligence artificielle qui doit être explicable, transparente. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, vous êtes un pilote d'avion et on commence à faire des avions qui volent tout seuls, on va dire. Si à un moment on vous dit de tourner à droite, on doit être en mesure d'expliquer pourquoi on tourne à droite. Ça paraît idiot, mais on a souvent dit que l'intelligence artificielle était une black box, une boîte noire, dans laquelle il y a tout un tas de réseaux de neurones. Eh bien, on travaille beaucoup à rendre tout ça transparent et explicable. C'est hyper important parce que, justement, on comprend mieux pourquoi telle décision est prise plutôt qu'une autre et de toujours laisser la main, in fine, à l'être humain. Donc, explicabilité, justice, robustesse, transparence, la vie privée. Donc il y a tout un tas de choses à prendre en compte quand on met une intelligence artificielle sur le marché. Au niveau de l'économie, il y a beaucoup de choses qui changent aussi.
par exemple, ce que l'on constate, c'est que les entreprises d'aujourd'hui sont des entreprises de données. Il est très rare d'avoir une entreprise qui n'utilise absolument pas leurs données ou qui n'est pas basée sur la donnée aujourd'hui. En tout cas, pour celles qu'on travaille, c'est très rare de voir ça. Donc aujourd'hui, on peut considérer que la plupart des entreprises sont des entreprises de la donnée. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous êtes assis sur votre canapé, tranquillement, vous regardez une série Netflix, et puis à la fin de la série Netflix, il ne vous viendrait pas une seconde à l'idée d'appeler le service client Netflix pour leur demander « Tiens, qu'est-ce que vous me suggériez comme prochaine série à regarder ?» Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, basé sur votre historique, Netflix va vous suggérer un certain nombre de séries, et puis l'interface est plutôt... Alors j'ai pas d'action chez Netflix, mais bon, j'ai pris ça comme exemple, mais l'interface est assez fluide, est assez simple et intuitif, et donc vous allez sélectionner votre prochaine série qu'on vous aura gentiment suggérée. Qu'est-ce que ça implique, cette méthodologie en termes de consommation ? Avant, j'étais un client bancaire, j'utilisais un service d'une banque, et mon réflexe, si j'étais moyennement satisfait du service, c'est que j'allais changer de banque ou utiliser un autre service dans le même secteur et pouvoir les comparer. Aujourd'hui, le consommateur lambda, il ne raisonne plus comme ça. Il raisonne avec tout ce qu'il voit. Il navigue sur les réseaux sociaux, il est sur Netflix, il a différentes choses. Et donc, il va comparer la manière dont il utilise ces services dans n'importe quel secteur, y compris par exemple dans une banque. Et donc, quand un service ne va pas lui plaire, déjà, il va être vocal, il va l'exprimer. Ce qui peut poser problème pour une marque et d'être aussi vocal, par exemple dans les réseaux sociaux. Et puis, il y a l'aspect souscription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un service, je change quand je veux. Je le paye à la limite tous les mois, mais dès que je veux, j'arrête et je change de service. Et puis vis-à-vis d'une entreprise, vis-à-vis d'une économie, c'est un mindset qui change complètement. C'est-à-dire comment est-ce que je fais moi pour essayer de garder mes clients, comment est-ce que je fais pour qu'ils soient satisfaits de mes services. Et donc pour ça, j'ai besoin d'utiliser de la donnée. Et pourtant, lorsqu'on prend les grandes entreprises, malgré une augmentation assez forte de la donnée, une des études les plus récentes montre qu'on a eu une augmentation annuelle moyenne de 42% de la donnée entre 2000 et 2002. Je ne sais pas si vous imaginez, mais entre 2000 et 2002, avoir 42% d'augmentation de données dans des entreprises, c'est assez colossal. Et pourtant, 68% de cette donnée n'est aujourd'hui pas exploitée. Il y a un certain nombre de barrières pour connecter toutes ces données ensemble. Et puis, le problème numéro un que lorsqu'on a fait cette étude auprès d'entreprises au niveau mondial, eh bien, le problème numéro un, c'est la qualité de la donnée. Donc, il y a tout un travail à faire au niveau de la donnée. Et ça peut vite devenir un spaghetti. Parce que là où j'étais une entreprise, j'avais mes propres données, mon propre système, aujourd'hui, je vais avoir, et ça peut être pour une entité publique, un gouvernement, je vais travailler avec un écosystème, avec des startups, avec d'autres entreprises, avec mes propres clients, avec des agences, avec tout ce que l'on veut. Et finalement, en fait, il y a une dispersion de la donnée qui rend tout de suite les choses un peu plus complexes. Et c'est pour ça que on travaille énormément à essayer de simplifier un maximum ce gros plat de spaghettis avec ce qu'on appelle du cloud hybride. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs de cloud que sont AWS, Azure de Microsoft, Google, IBM, eh bien, une entreprise en moyenne utilise beaucoup de clouds, plusieurs clouds, on va dire, mais a des systèmes aussi chez eux, a des systèmes chez son écosystème. Et donc, le but du jeu, c'est de gérer tout ça. Et le Chief Data Officer, à un moment donné, eh bien, sa vie est compliquée. Sa vie est très compliquée parce qu'au sein de son entreprise, il peut avoir affaire à des silos. C'est-à-dire chacun travaille dans son coin. Et puis, il doit gérer cet écosystème, il doit gérer les multiples sources de données. Et donc, fut un temps, on essayait de centraliser toute la donnée au même endroit. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité puisqu'on va créer en fait des hubs de données, c'est-à-dire que les données vont rester là où elles sont, mais par contre, on va les utiliser pour bâtir des systèmes d'intelligence artificielle. Et puis, je le disais tout à l'heure, on a besoin de labelliser la donnée, par exemple pour faire de la classification. Puis, il y a un autre phénomène, c'est qu'au fur et à mesure des années, pour entraîner ces modèles de machine learning et d'intelligence artificielle, on constate qu'on a besoin d'une puissance de calcul qui double
tous les 3,5 mois. Je ne sais pas si vous imaginez ça, mais qui double tous les 3,5 mois. Donc il y a un processus vraiment d'accélération assez conséquent. Et puis lorsqu'on se projette un petit peu, en fait on n'est qu'au début de l'histoire, parce que on a, on va dire, coché la case de ce qu'on appelle le narrow AI, c'est-à-dire classer des chats et des chiens. Ça c'est facile, on sait le faire, on maîtrise totalement. Et puis maintenant on rentre dans une ère où on va corréler différentes données entre elles, et des données qui peuvent être complètement différentes, du son, de la vidéo, du texte, des données simples. Mais on rentre dans cette ère-là où il va falloir gérer des données hétérogènes. Et puis, on va dire, après 2050, il y aura même des IA qui seront plutôt généralistes et dans laquelle, pour l'instant, il vaut mieux pas trop commenter parce qu'il y a tout et son contraire et c'est encore un long processus de recherche. On a un petit monde, et pourquoi on dit qu'on a un petit monde? Parce que souvent, lorsqu'on travaille dans des domaines de pointe, on constate que des petits problèmes, à toute petite échelle, à l'échelle atomique par exemple, pourraient résoudre un certain nombre de choses qui révolutionneraient notre planète de manière assez conséquente, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la finance ou dans la médecine. Premier exemple, c'est la fixation de l'azote pour la fabrication d'engrais. Donc, selon les producteurs, il y a 2% de la consommation énergétique totale de la planète qui est dédiée à la fabrication d'engrais. C'est de l'ammoniac, c'est le principe de base des engrais azotés. Et donc, ça pose un sacré problème, surtout que lorsque vous diffusez ces engrais sur les champs par l'air, la moitié est perdue par le vent. La moitié. Lorsque ça atterrit, vous avez des pluies, et donc beaucoup de ces engrais-là sont dispersés dans les sols, polluent les nappes phréatiques, les rivières, etc., etc. Il y a tout un truc qui s'enchaîne comme ça. Donc non seulement il y a un problème énergétique d'un côté, mais un problème de pollution de l'autre. Et donc, si on arrivait à résoudre cette problématique de la fixation d'azote pour peut-être faire une autre façon de faire de l'agriculture, eh bien déjà, on aurait un impact assez énorme sur le monde. Ensuite, le CO2. Des chercheurs travaillent à trouver des catalyseurs qui font qu'on capture du CO2 pour les convertir en hydrocarbures. Et donc tout ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc le but, c'est de dire mais comment on peut travailler avec cette molécule de CO2 pour justement essayer de convertir ça en hydrocarbures, mais durable, qui demande moins d'énergie, etc., etc. C'est pareil pour le monde de la finance. Le monde de la finance, alors je suis à la faculté d'économie, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, j'aurais peur de me faire challenger, mais le monde de la finance, vous voyez, c'est assez volatile, il y a plein de choses qui se passent. C'est comment on peut bâtir des modèles qui rendent cette finance plus stable, plus prédictible et qui permettent une croissance durable. C'est intéressant de parler de durabilité dans le milieu financier. Mais dans la réalité, quand vous faites des modélisations de Monte-Carlo ou du Black-Scholes ou des choses comme ça, eh bien, en fait, vous êtes très limité par le nombre d'hypothèses que vous pouvez prendre en compte et donc vous induisez des erreurs, forcément. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut maîtriser cette prédictabilité en augmentant le nombre d'hypothèses, en augmentant le nombre de simulations pour essayer d'avoir quelque chose de plus prédictible. Alors, c'est vraiment concret. Vous me direz pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce que tout simplement, on est limité par la puissance de calcul. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une certaine façon de calculer, je l'expliquerai tout à l'heure, mais qui fait qu'on ne peut pas augmenter le nombre de simulations. Et puis la médecine, j'en ai parlé tout à l'heure, un autre exemple, c'est de créer de nouvelles classes d'antibiotiques qui pourraient pallier à certains virus qui sont justement résistants à ces antibiotiques. Donc, certain nombre de défis, certain nombre de problématiques que l'on pourrait adresser, mais on est impuissant en termes de puissance de calcul. Et donc, l'idée, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux pousser les limites de la technologie actuelle pour pouvoir adresser ce type de problème?
Alors on pense que déjà, le système d'information de demain, il sera composé de plusieurs types. Il y aura les ordinateurs d'aujourd'hui qui vont continuer à évoluer, qui vont continuer à innover. Il y aura des systèmes qui seront basés sur de la biologie, notamment le cerveau. Et puis il y aura des systèmes qui seront basés sur l'atome, la mécanique quantique. Et je vais donner un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Mais on pense que c'est la combinaison de tout ça qui ferait que demain, on pourrait être capable d'adresser ce type de problématique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, il s'appelle Claude Shannon. Et Claude Shannon, c'est le père de la théorie de l'information. C'est un monsieur qui travaillait notamment pour le gouvernement américain pour décrypter les codes allemands dans la Seconde Guerre mondiale. Mais ce monsieur, il est surtout le précurseur de se dire que toute information peut être convertie en 0 et 1. Et cette découverte a tout changé parce qu'effectivement, l'informatique d'aujourd'hui est basée sur des 0 et des 1. La présentation que vous voyez là, eh bien, elle est convertie en 0 et 1, des petits transistors qui s'allument et qui s'éteignent. Et puis, vous avez un certain nombre d'informations en entrée, un certain nombre d'informations en sortie. Et donc, on a des espèces de portes qui vont faire des mini-calculs, c'est-à-dire 0 plus 0 égale 0, 0 plus 1 ou 0 ou 1 plus 0 égale 1, ou 1 plus 1 est égal 0. Voilà. Ça permet de faire un certain nombre de choses. Et par exemple, de bâtir ce type de système qu'on appelle IBM-Z, qui engrange par exemple 8000 milliards de paiements par carte de crédit par an. C'est-à-dire que notre économie, 8000 milliards, c'est pas mal quand même. Hein. Notre économie, lorsque vous faites une transaction, lorsque vous allez acheter quelque chose, eh bien ça passe par un système comme ça. Donc 87% des transactions par carte bancaire passent par des systèmes qu'on appelle les mainframes, que vous voyez là. Et donc c'est assez conséquent. Donc c'est des gros systèmes qui peuvent engendrer par exemple 1000 milliards de transactions web par jour. Donc c'est gros, c'est assez conséquent, mais c'est ce qui régit un petit peu l'économie. Et puis vous pouvez aller chercher des ordinateurs parmi les plus puissants du monde. Celui que vous voyez là, il s'appelle Summit. C'est le deuxième ordinateur le plus puissant de la planète. Et il effectue 200 millions de milliards d'opérations par seconde. 200 millions de milliards d'opérations par seconde. C'est un gros chiffre. Alors pour faire ça, il a un peu plus de 9000 processeurs, plus de 27 000 cartes GPU, et donc c'est un gros système. Eh bien, vous prenez ce système-là, et bien malgré tout, il est incapable de calculer un certain nombre de choses que je vous montrerai tout à l'heure. Il est très limité. C'est assez dingue, mais il est très limité. Alors, pour essayer de pallier à cette limitation, on essaye d'inventer de nouvelles choses. La puce que vous voyez là, elle contient 50 milliards de transistors. Ça tient sur l'ongle d'un doigt, 50 milliards de transistors. Le processeur que vous avez vu tout à l'heure qui fait les transactions bancaires, il y a 19 milliards de transistors. Et c'est un des systèmes les plus avancés de la planète. D'accord ? La puce fait 2 nanomètres, est gravée en 2 nanomètres. Et donc, si on met ces puces-là dans les serveurs actuels, eh bien, ça permettrait d'économiser 75% de l'énergie pour faire le même calcul. Voilà. Donc, ce n'est pas une technologie qui est tout de suite en production. Ça encore demande un peu de travail de couture. Mais on annonce déjà un certain nombre de technologies pour réduire en fait, l'empreinte que des serveurs peuvent avoir. Mais il y a des trucs un peu plus fous. Par exemple, au niveau atomique, lorsque vous stockez de la donnée, il vous faut environ, pour stocker un bit d'information, alors un bit d'information c'est un 0 ou un 1. Pour stocker cette information-là, un 0 ou un 1, il vous faut entre 10 000 et 100 000 atomes dans votre disque dur. Hein, lorsque vous allez graver un truc dans votre disque dur, c'est du 100 000 atomes, ça dépend de la technologie que vous avez. Et bien là, on a été capable de graver cette information sur un atome, de la graver et de la récupérer. Ça voudrait dire que demain,
toute la bibliothèque que vous avez d'iTunes, par exemple, les films, la musique, etc., pourrait tenir dans une carte de crédit. Donc on travaille sur ce type de choses qui peut avoir un certain impact, mais qui demain vont avoir un certain nombre de conséquences. Et pourtant, je maintiens, on est toujours limité. On est limité pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a été guidé par ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore, c'est tous les 18 mois à peu près, on est capable de doubler la puissance de calcul. Eh bien, en fait, c'est une croissance qui est linéaire. Et en fait, certains problèmes nécessitent des puissances de calcul qui soient exponentielles. Typiquement, le voyageur de commerce. Un voyageur de commerce, c'est quoi ? C'est, vous devez visiter un certain nombre de villes, et donc vous devez, par exemple 5 villes. Eh bien, pour visiter les 5 villes, il vous faut un certain nombre de combinaisons, 12. 5, même plus que 12. 5, s'il y a quelqu'un qui fait le calcul, 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Si vous augmentez ce chiffre-là, par exemple, à 10, imaginons que vous organisez une table de mariage et vous avez 10 personnes, 10 convives à placer. Combien de combinaisons vous pensez qu'il faut pour placer ces convives ? Vous avez plus de 3 millions de combinaisons. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais vous avez plus de 3 millions de combinaisons. Et en fait, ça paraît simple comme ça, mais pour un ordinateur, c'est le truc le plus compliqué qui existe. Parce que dès que ce chiffre fait plusieurs centaines, eh bien même l'ordinateur le plus puissant de la planète mettrait des années, des décennies à faire ce calcul. Donc c'est pour ça qu'on est limité et qu'on essaye de trouver des alternatives. Une des grandes alternatives, c'est le cerveau. Le cerveau, vous avez remarqué, on a à peu près 89 milliards de neurones, des centaines de milliards de synapses qui interconnectent tout ça, et on n'a aucun fil, aucune prise électrique, on a besoin d'un peu de glucose, un peu d'oxygène, et tout ça marche parfaitement bien. C'est le Graal absolu. Le Graal absolu. C'est-à-dire une boîte biologique avec 89 milliards de neurones qui est capable de traiter autant d'informations qu'on le traite au jour le jour, des centaines de milliards de synapses, sans aucune prise électrique, juste avec un peu de glucose, un peu d'oxygène, un peu de sang pour refroidir le tout. Pour un centre de données, ce serait le Graal. Alors on essaie de s'en inspirer. On revient à Thomas Hobbes qui dit « penser, c'est calculer ». Et donc, on essaie de comprendre comment le cerveau il fonctionne. Et donc, par exemple, là, vous avez 2 urnes avec une partie haute avec des petites briques jaunes, puis une partie basse avec une petite brique bleue qui est fermée. Et puis, à un moment donné, vous fermez ça et vous faites se ressortir la chose. Et puis, le premier, vous vous dites c'est une brique bleue, c'est normal. Et puis le deuxième, c'est une petite brique jaune, et là, c'est un événement qui est complètement improbable puisque la partie d'au-dessus a été fermée. Bien, lorsque vous présentez la même expérience à un enfant qui a 12 mois, eh bien il sera aussi surpris que vous. Ce qui veut dire que quelque part, on a un peu un cerveau bayésien, statisticien, qui a des modèles préétablis et qui arrive à essayer de se dire tiens, je suis surpris. Alors vous me direz comment on fait pour savoir qu'un enfant, à cet âge-là, il soit surpris. On fait de light tracking, c'est-à-dire que quand un enfant est surpris, il fixe plus longtemps l'objet qu'un objet qu'il trouve tout à fait normal. Et donc on essaie de comprendre un petit peu ça au niveau de la recherche. Et par exemple, il y a le TUFA. Alors le TUFA, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un TUFA ? Donc un TUFA, c'est ça. Et donc je vous pose peut-être la question de savoir, est-ce que la deuxième image est un TUFA ? Réponse ? Est-ce que ça, c'est un TUFA ? Ça ? Non. En fait, un TUFA, ça n'existe pas. Ça est une pure invention, mais votre cerveau, il a tout de suite identifié un truc, il a fait un modèle préétabli et il a commencé à dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'un cerveau peut faire ça. Et donc, ce que l'on essaye de faire, en tout cas chez IBM et d'autres chercheurs aussi, c'est d'essayer de voir comment on peut s'inspirer de la manière dont le cerveau transmet l'information, dans la manière dont le cerveau calcule, pour designer en fait les processeurs de demain. Le processeur que vous voyez là, qui s'appelle True North, il est capable
de calculer des algorithmes de machine learning, de classification standard. Il est capable de faire 46 milliards d'opérations synaptiques par watt et par seconde. Et en fait, on met des neurones artificiels. Alors, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est des neurones artificiels in silico, donc qu'on met en mode circuit, et qui vont calculer de la même façon dont le neurone transmet l'information. Donc le neurone, comment il transmet l'information? Il y a un potentiel d'action, c'est-à-dire il reçoit un certain nombre d'informations, ça charge, et au bout d'un moment, pam, il décharge et il envoie une information. Donc on va s'inspirer de ce type de choses. On va s'inspirer aussi de la manière dont le cerveau s'auto-alimente. Comment ça se fait qu'un cerveau n'a pas de prise électrique? Donc il y a de l'électricité. Donc ce que l'on a essayé de faire, c'est de bâtir une puce qui n'a pas besoin d'énergie. Et comment on a fait? C'est qu'on a mis 10 litres d'un liquide d'électrolyte avec des fils qui rentrent dans le processeur et qui sortent du processeur. Et ils ont deux fonctions. Un, ils refroidissent le processeur. Et deux, comme c'est un liquide d'électrolyte, ils l'alimentent en énergie. Par contre, ça fait 10 litres. C'est absolument pas possible de le mettre en production. C'est toujours compliqué. Mais on essaye de trouver des méthodologies comme ça. L'ADN. L'ADN, par définition, on trouve de l'ADN qui date de millions et de millions d'années. Donc ça se conserve plutôt bien. Et puis un groupe de recherche a publié un papier dans lequel ils ont été capables de mettre de l'information dans un brin d'ADN. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas chez l'humain, hein, c'est de l'ADN qu'on fait grandir dans une paillasse, mais qui ont été capables de mettre de l'information dans un brin d'ADN et de retrouver l'information. Alors quand je dis de l'information, là pour le coup, ce n'est pas un 0 ou un 1, mais c'est une carte cadeau, un virus, un système d'exploitation, un film, etc. etc. Et donc, si on se projette un petit peu, eh bien, avec ce brin d'ADN, on peut y mettre beaucoup, beaucoup de données. Et en plus, ça se conserverait de manière assez facile, mais on en est encore un petit peu loin. Et puis, il y a le quantique. Alors, le quantique, vous voyez, ça c'est une photo où il y a pas mal de superstars avec pas mal de prix Nobel. Pour la petite histoire, il n'y a que Marie Curie qui représente les femmes, mais c'est la seule qui a 2 prix Nobel. Donc voilà, donc elle a rien envié à ces messieurs. Mais il y a eu un moment important qui date dans les années 80 avec une première conférence sur la mécanique quantique et l'informatique. Et le prix Nobel Richard Feynman, il a dit: les informaticiens et les mathématiciens, vous n'avez rien compris. Si vous voulez vraiment comprendre la nature, ce n'est pas en utilisant des systèmes informatiques ou des 0 et des 1, parce que vous ne faites que vous approcher, mais vous n'arrivez jamais à simuler la nature telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne. Vous devriez vous intéresser à la mécanique quantique, qui est régie par des lois et au niveau sous-atomique. Alors, c'est le moment compliqué et le moment de solitude à chaque fois dans les conférences sur la mécanique quantique, parce qu'il y a un certain nombre de principes qui régissent la mécanique quantique qui peuvent paraître bizarres. Donc on parle bien de 2 mondes. Le monde macroscopique, celui que l'on voit tous les jours, qui est régi par un certain nombre de lois, notamment la relativité, des choses comme ça. Et puis il y a le monde invisible que l'on ne le voit pas au niveau sous-atomique. Et ce monde-là, il est régi par un certain nombre de lois. Par exemple, la superposition. La superposition, ça veut dire qu'un objet quantique peut être dans 2 états à la fois. Vous avez bien entendu, il peut être dans 2 états à la fois. C'est comme si vous jouez au loto, vous cochez une grille et vous avez une certaine probabilité de gagner, une certaine probabilité de perdre. Eh bien, ce n'est qu'au moment de la mesure, au moment du tirage, que vous savez si votre ticket est gagnant ou perdant. Eh bien, ça fonctionne exactement comme ça au niveau atomique. Un atome peut être dans 2 états différents. À partir du moment où vous allez le regarder, il sera dans un état, observé. C'est le fameux chat de Schrödinger, c'est un peu le même principe. Et la deuxième notion qui est un peu space, c'est l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est quoi? C'est des objets quantiques sont intriqués. Ça veut dire que si vous connaissez l'état d'un objet quantique, vous connaissez forcément l'état de tous les autres objets quantiques qui sont dans votre système. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est un monde un petit peu à part, et ce qui est incroyable, c'est que, par exemple, vous avez un objet quantique, et c'est un monde de probabilité. Alors c'est déjà, rien que ça, rien que cette phrase, elle est bizarre, parce que se dire que notre nature est un monde de probabilité est assez impressionnant. Mais vous avez un objet quantique,
et vous induisez une certaine probabilité pour qu'il soit dans un état A plutôt qu'un état B. Par exemple, 70% de chances qu'il soit dans l'état A et 30% qu'il soit dans l'état B. Eh bien, à un moment donné, lorsque vous allez mesurer et que vous faites cette opération des milliers de fois, eh bien, la nature fait bien les choses et va effectivement montrer que cet objet quantique va être à peu près à 70% à l'état A et à 30% à l'état B. Si vous me demandez comment la nature elle fait ça, on n'en a strictement aucune idée. Par contre, c'est vérifié expérimentalement et mathématiquement. C'est observé, on l'observe, on le voit, on le calcule. Et donc, on va utiliser les principes de la mécanique quantique pour mettre en place quelque chose qu'on appelle le qubit, c'est-à-dire le bit d'information qui est le binaire. On va mettre le qubit qui est un objet quantique, par exemple un atome d'aluminium, qui peut être dans des états, qui peut être en superposition et qui peut être à la fois à l'état 1 ou à l'état 0 lorsqu'il calcule. Une certaine probabilité d'être à l'état 1 et une certaine probabilité d'être à l'état 2. Ça veut dire quoi? C'est que si par exemple vous avez la tête de Leonardo DiCaprio et que vous voyez sa face ou son profil, eh bien si vous le mettez en état de superposition, mais que vous n'observez pas le système, eh bien, il y a une espèce de double face. Alors, je n'ai pas trouvé de photo de Leonardo DiCaprio en superposition, mais conceptuellement, c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis, à un moment donné, vous pouvez, à cet objet quantique, vous pouvez faire un certain nombre d'opérations qui va vous mettre dans un état un petit peu bizarre, dans un monde un petit peu bizarre. Mais néanmoins, lorsque vous mesurez la chose, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de visages qui vont apparaître. Et il y a un algorithme qu'on appelle l'algorithme de Groover qui va donner une certaine probabilité parce que vous avez dit, moi, à un moment donné, quand je veux mesurer, je veux avoir une probabilité d'avoir tel ou tel visage apparaître. Et c'est à ce moment-là précis que l'algorithme de Groover il fait bien les choses et la nature fait bien les choses parce qu'effectivement, lorsque vous induisez ça, eh bien, vous allez avoir un visage qui apparaît. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que il y a des problèmes qui sont facilement résolvables par des ordinateurs classiques. Il y a des problèmes qui sont difficilement résolvables par des ordinateurs classiques, mais on va y arriver. C'est une question de temps, d'innovation et des choses. Et puis, il y a des problèmes qui ne seront jamais résolus par des ordinateurs binaires. Jamais. C'est intrinsèque à l'architecture et au design des machines et de la manière dont on fonctionne avec ces machines-là. Vraiment impossible. Et la raison est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la façon dont on calcule. Et la grande différence avec le binaire, c'est que quand vous prenez un atome, par exemple ce qu'on appelle un qubit ici, eh bien, si vous en avez un, vous avez deux possibilités. Il peut être à l'état 0 ou à l'état 1. Puis lorsque vous augmentez la cadence et que vous en avez deux, il peut être dans 4 états, c'est-à-dire 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1. Puis plus vous augmentez la cadence, et plus vous avez une croissance exponentielle du calcul, ce qui fait que quand vous avez n qubits, vous avez 2 puissance n dimensions. C'est assez conséquent, mais je vais vous donner un exemple hyper concret. Hyper concret, c'est si vous avez 275 qubits, donc objets quantiques, eh bien vous avez plus d'états quantiques qu'il y a d'atomes dans tout l'univers observable, avec juste 275 unités. Ne me demandez pas comment ils ont calculé le nombre d'atomes observables dans l'univers, mais ça veut dire qu'avec très peu d'objets quantiques, on est capable de faire des calculs assez énormes. Dans quoi c'est utilisé? C'est utilisé dans la chimie, la science des matériaux, dans l'étude finalement de la physique sous-atomique, dans l'intelligence artificielle, je donnerai quelques exemples tout à l'heure, et la finance par exemple, l'économie, et se projette énormément sur le quantique parce que la gestion de portefeuille, le Monte-Carlo, l'analyse de risque, le credit scoring, les choses comme ça, eh bien, s'appliquent énormément à l'ordinateur quantique. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on veut modéliser des interactions entre les molécules, on fait ce qu'on appelle on mesure ce qu'on appelle l'état énergétique à un instant T de cette molécule-là. Et pour modéliser la molécule de caféine, il faudrait à peu près 10 puissance 48 bits d'information pour le faire. Ça n'existe pas aujourd'hui. 10 puissance 48. Si on se projette sur le quantique,
de 10 puissance 48 unités de base, on n'aurait besoin sur le quantique que de 160 unités de base. Donc, pour le coup, ça peut être une révolution parce que là, on change complètement la façon dont on va pouvoir calculer. Et donc, quand on regarde un peu les molécules de près, eh bien, on voit qu'il y a un certain nombre de molécules qui demandent, par exemple, un certain nombre de bits d'information. Si vous prenez la pénicilline, c'est 10 puissance 86, qui est inatteignable. Et si vous prenez le quantique, c'est 286 unités de base. Alors, vous me direz, on en est encore loin. Pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, on a 24 systèmes qui travaillent. Et un exemple concret, c'est on a publié une étude dans Nature en 2017 qui modélisait justement ces états énergétiques de molécules. Et pour faire cette modélisation-là, la prouesse, pourquoi elle a été publiée dans Nature? Parce qu'on l'a fait et on a gardé la même précision que les modèles standards, ce qui était une prouesse. Mais pour faire ça, on a eu besoin de lancer 8 milliards d'opérations et ça a mis 290 jours. L'année dernière, le même calcul a mis 7 heures. Et on se dit qu'on n'est pas très loin de pouvoir un peu complexifier les modèles, de pouvoir accélérer un certain nombre de choses. Et l'industrie y travaille énormément. Si je prends Daimler, leur sujet, c'est la batterie. Imaginez une batterie, vous pouvez recharger une fois ou des milliers de fois, des milliers de cycles de recharge qui durent des décennies, qui vous permet de faire non pas 500 km, mais peut-être 50 000 km, des batteries un petit peu comme ça. Est-ce que vous imaginez en termes d'industrie ce que ça pourrait donner comme avantage compétitif? Un autre exemple, c'est le transport du gaz naturel liquéfié. Par exemple, si je prends ExxonMobil, ils ont 500 bateaux par la planète. Et pour optimiser les trajets, pour aller chercher le bon gaz au bon port et le rendre au bon endroit en prenant en compte la météo, en prenant en compte les meilleurs chemins, etc. Aujourd'hui, c'est infaisable de le faire pour le calculer. Et donc, typiquement, demain, le quantique va pouvoir résoudre ce type de choses-là. JP Morgan l'utilise par exemple pour la finance. Alors la finance, c'est simple, vous avez ce qu'on appelle les European Calls, c'est-à-dire vous achetez un produit à un instant T, et puis vous donnez un certain temps et vous devez vendre ce produit à un instant T plus 1. Aujourd'hui, quand vous faites des modèles et que vous essayez de prédire un peu votre gain, vous engendrez un certain nombre d'hypothèses, et puis à un moment donné, il peut y avoir un contexte, il peut y avoir des choses qui vous permettent de manquer votre cible. Et donc, le quantique les intéresse beaucoup parce que ça permet d'augmenter de manière très conséquente le nombre d'hypothèses, le nombre d'estimations, et donc de rendre beaucoup plus prédictible la cible. Et donc, la gestion de portefeuille, la gestion des risques, la gestion de la fraude, les choses comme ça sont des gros cas d'usage. On me pose souvent la question de la sécurité. C'est un sujet qui revient souvent parce qu'en gros, le quantique est souvent associé comme en disant, en ayant cette puissance de calcul, on peut décrypter n'importe quelle clé. Alors, dès aujourd'hui, on a des algorithmes qui permettent de contrer ça. Même si les ordinateurs quantiques ne sont pas encore suffisamment matures pour casser des clés, on s'équipe déjà d'algorithmes pour pouvoir contrer ça. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes une institution, un gouvernement ou une entreprise, et que vous avez envie de piquer des données. Qui vous empêche de piquer des données déjà cryptées, qui sont cryptées, et de les garder bien au chaud pour que lorsque l'ordinateur quantique sera suffisamment mature, pouvoir les décrypter. Sachant que des données, il y a des chercheurs qui ont un peu estimé combien de qubits il faudrait pour décrypter certaines clés cryptographiques. Ils ont dit que c'était à peu près 1,9 milliard de qubits. IBM en est à 127 qubits. Aujourd'hui, on va peut-être annoncer 433 qubits. On est encore loin des 1,9 milliard de qubits. Ils estiment ça à 2030. Mais 2030, quand vous y pensez, sur certains gouvernements, industries, c'est pas grand-chose. Et surtout que c'est la faute de ce monsieur du barbu qui est là, qui s'appelle Peter Shor, qui a inventé un algorithme justement qui est capable, en mathématiques, de faire ce qu'on appelle la factorisation de nombres entiers, mais de grands nombres entiers en utilisant du quantique. Et il s'avère que la plupart des algorithmes de cryptographie reposent sur ça. Et donc le jour, c'est pas une question de, on sait que ça va arriver.
l'algorithme, on sait que l'algorithme va le faire. C'est juste qu'une question de puissance de calcul. Et donc, on va faire ça. Et l'algorithme de Shor est utilisé dans plein de moments. Par exemple, le machine learning. On a montré qu'un ordinateur quantique, en utilisant l'algorithme de Shor, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais a pu faire mieux en termes de classification de données qu'un algorithme standard, utilisé avec des machines standards. Donc on est à une période, un basculement, où on était un peu dans la théorie de la mécanique quantique, etc. C'est un long processus d'évolution. Hein. On est Einstein, Schrödinger, De Bohr, enfin tous ces gens-là au début du siècle ont travaillé sur la mécanique quantique. Dans les années 80, on a commencé à introduire l'informatique quantique et on arrive à un point dans notre société où on sent l'avantage quantique. On a des preuves tangibles qu'on va y arriver. Et donc c'est important de aussi se protéger. Alors, comme j'ai un peu dépassé le temps, je vais aller vite, mais juste vous montrer à quoi ressemble un ordinateur quantique. Donc ça ressemble à ça, c'est un espèce de chandelier. Alors les composants que vous voyez là sont en or, parce que c'est un matériau qui est très stable, et en fait c'est une machine qui ne supporte pas l'instabilité. Donc la moindre petite interférence, etc., fait tout tomber. Et vous avez un petit processeur dans lequel on met des atomes d'aluminium, qui sont eux qui vont générer qui vont être en état de superposition, qui vont être en état quantique, et le tout est mis dans un espèce de ballon d'eau chaude dans lequel on met de l'hélium liquide, donc c'est de la cryogénie, et qui place les systèmes à une température qui est près du zéro absolu. Donc le zéro absolu, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, mais en gros la température du corps elle est à plus de 300 Kelvin. La température dans l'espace elle doit être à 2,7 Kelvin par là. Et donc le zéro absolu, c'est très très froid. Et en fait, pourquoi on met ça dans le zéro absolu? Parce que c'est le seul moyen pour nous de mettre ces atomes en état quantique, en état de superposition et de pouvoir faire les calculs. Donc ça demande beaucoup de choses. Maintenant, et c'est ma conclusion, je dirais, c'est que vous avez une technologie qui est en train de se développer à grands pas, qui va avoir un impact énorme sur certaines industries. La façon dont on va trouver des nouvelles molécules, de nouveaux médicaments. On peut très bien imaginer la médecine de demain en n'allant pas chez le pharmacien et prendre un médicament, on va dire standard. Demain, c'est un patient, un protocole. Donc ça va quand même changer beaucoup la façon dont on va aborder l'industrie, l'économie, et puis l'impact de cette technologie, et donc de bien y réfléchir, parce que, comme je disais au début, le but n'est pas de faire de la techno pour de la techno, mais bien d'y associer la société, de ne pas mettre des gens de côté, de la démocratiser, comme on est en train de faire là, et de la prendre en compte tout de suite. Et justement, je parlais du livre de Technology Trap qui disait les ruptures sont jamais très bonnes, il vaut mieux y aller tranquillement en prenant le soin de prendre en compte tout notre environnement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On vous remercie pour votre exposé très progressif dans la complexité et très intéressante. J'ai peut-être des petites questions, des commentaires. Auquel cas, je vous fais passer le micro. Tout à l'heure, vous avez parlé des données, du prix des données, et juste, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour fixer le prix de ces données. Alors, nous, je sais, aucune idée. Tout simplement parce que nous, on ne vend pas de données. C'est-à-dire qu'en gros, justement, ce que je disais, chez IBM, on fait très attention à ça. Notre business, il repose beaucoup sur la confiance que les clients ont envers nous. Et donc, leurs données leur appartiennent et on ne va pas aller vendre la donnée ou utiliser cette donnée pour alimenter d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Donc après, si je parle d'autres entreprises,
les données de Netflix, c'est votre abonnement tous les mois, c'est les différents services qui peuvent être associés. Mais est-ce qu'il y a de la vente de données? Alors ça, aucune idée. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça soit très bien, ça. Tout à l'heure, vous avez expliqué que les technologies, c'était souvent corrélé avec la façon de vivre des gens dans des pays. Mais donc, est-ce qu'on peut parler de révolution ou plutôt d'évolution? Parce qu'on assiste quand même à une fracture numérique à l'échelle mondiale et qui fait que s'amplifier. Ouais, c'est un bon point. C'est un très bon point. On voit bien qu'il y a certains pays qui adoptent la technologie, qui le font, et d'autres pays peut-être moins. Et c'est là où il y a vraiment des choses à mettre en place pour essayer de démocratiser, de montrer, de mettre en place des programmes qui vont bien. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça, ne serait-ce que l'éducation. On se rend compte, par exemple, chez IBM, on a un programme qui s'appelle PITech, et au niveau mondial, qui essaye, en fait, dès le lycée, de montrer ce que peut faire le numérique, ce que peut faire l'intelligence artificielle, ce que peut faire l'ordinateur quantique, etc., pour essayer d'acculturer un maximum pour que, justement, dans certains pays qui peut-être n'ont pas un taux d'adoption fort, essayent la prochaine génération essaye de le développer. Mais effectivement, l'étude qui était là montrait une corrélation assez forte, il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. La Chine, par exemple, a mis un temps avant d'adopter vraiment la technologie, mais après, derrière, il y a eu une accélération assez conséquente. Donc il y a vraiment un travail, à mon sens, de démocratiser, de montrer. La transparence aussi est importante. On peut avoir peur d'une technologie, on peut avoir peur de se dire, tiens, je ne la maîtrise pas, ou c'est dangereux pour mon pays, ou même quelqu'un qui dirige un pays peut dire, je ne veux pas de cette technologie, parce que ça va mettre des gens sur le côté, ou ça va créer de la protestation, etc. Donc c'est un sujet qui est vraiment immense, mais je dirais qu'un des premiers trucs à faire, c'est de le rendre accessible. Rien que ça, de la rendre accessible, d'éduquer, d'acculturer, de démocratiser, rien que ça pourrait déjà améliorer un certain nombre de choses. Après, chaque pays a sa souveraineté, son mode opératoire, etc. Donc c'est aussi à eux de décider. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on voit bien que l'IA, ça va permettre des progrès majeurs dans plein de domaines, et je pense notamment au domaine de la santé, mais un peu comme toute technologie, il ne suffit pas de la développer, il faut aussi qu'elle soit adoptée par les personnes. Et dans le domaine de la santé, je pense notamment à l'aide IA au diagnostic, il y a pas mal de résistance, à la fois du côté des professionnels de santé et du côté des patients. Et donc je me demandais, est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là? Qu'est-ce que vous faites à IBM pour accroître l'acceptabilité de ces nouvelles technologies, notamment dans le domaine de la santé? Non, c'est une bonne question. Effectivement, cette notion d'adoption, elle est importante. Alors, nous, on travaille dans le monde de la santé. Le dernier en date, c'est un partenariat avec la Cleveland Clinic sur 10 ans. Donc, il y a des institutions qui vont être peut-être plus enclins à adopter la technologie et qui voient la technologie comme quelque chose qui va les augmenter, qui va les aider à leur quotidien. Moi, je pense qu'il y a une notion qui est vraiment importante. C'est, en fait, il y a beaucoup de marketing qui est fait. Et quand j'assiste des fois à des conférences d'intelligence artificielle, je vois très souvent un Terminator ou un Odyssée de l'espace 2001 ou des choses un peu comme ça, ce qui peut avoir une certaine tendance à mettre dans la tête que l'intelligence artificielle pourrait remplacer un métier plutôt que de l'augmenter. Donc, je pense c'est un peu la même question, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour montrer que justement la technologie peut aider et peut augmenter les personnes. Moi, je pense que ça change quand même. Je vais montrer le chiffre sur PubMed au niveau c'est qu'il y a la base de données, on va dire médicale, où il y a quand même une augmentation assez forte de l'intelligence artificielle, du machine learning pour faire du diagnostic, etc. Donc je pense que c'est un processus qui va. Il y a effectivement certaines industries qui vont plus vite que d'autres, qui adoptent très rapidement et qui voient l'intérêt tout de suite, puis d'autres un peu plus lentement, ce qui est aussi normal. Moi j'ai ma femme qui est neurologue, donc je vous dis les débats sur l'intelligence artificielle, c'est limite on se tape dessus, quoi. Et elle a raison parce qu'en face d'elle, elle a un patient. Elle a un patient. Et le patient,
faut voir aussi qu'il y a un contexte, il y a des questions, il y a sentir un peu voilà, quel est l'état, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc il y a tout un processus qui est important à prendre en compte. Donc l'intelligence artificielle n'est pas un robot qui va dire au patient, tiens, tu as tel diagnostic, j'ai tel traitement. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment une aide au diagnostic qui est derrière, qui ne se voit même pas, et qui peut aider justement le neurologue ou le dermatologue. Mais je pense qu'il y a une adoption quand même qui augmente assez fortement ces dernières années, qui à mon avis va s'amplifier, mais toujours, surtout dans le milieu médical, en ayant en tête que c'est l'être humain qui garde la main. Ça c'est vraiment important, parce qu'à un moment donné, il y a eu plein de débats sur le fait que l'IA allait prendre la main. Ça je pense que c'est vraiment une erreur, parce que ça ne va pas être le cas, et surtout de se dire que l'IA est là pour assister, mais la décision finale, elle reste chez l'être humain. Et puis, il y a tout ce que l'IA ne voit pas. Quand vous parlez, quand vous avez des amis, quand vous sentez que la personne est peut-être triste ou un problème derrière, ou est heureuse, etc. Tout ça compte lorsqu'on fait un diagnostic, quand on parle à un patient. Et donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui, donc bonsoir. Bonsoir. Donc, merci pour votre présentation. J'aime bien le titre, avec nouvelles technologies, révolution, évolution. J'aurais souhaité qu'il y ait le mot risque à côté, parce que mes questions seront relatives au risque, et notamment le risque de modèle. Le risque de modèle. Le risque de quoi? Risque de modèle. Modèle, un modèle. Ah. Risque de modèle. En fait, si vous voulez, l'aspect black box des modèles utilisés en intelligence artificielle. Et donc, dans la communauté scientifique, on sait que c'est problématique. Et donc, qu'est-ce qu'il en est du risque de modèle dans ces investigations-là par rapport à la évolution de la transition numérique? Oui, alors, on a beaucoup travaillé chez IBM, pas que nous d'ailleurs, d'autres. On a mis en place un certain nombre d'outils, notamment open source. Et donc, l'effet black box n'est plus vraiment un problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de savoir exactement pourquoi vous avez ce résultat-là. Si vous tapez explicabilité sur Internet d'IA, vous allez retrouver tout un tas d'outils qui vous permettent en fait de faire tourner vos modèles et de regarder exactement comment ça se fait. Il fut un temps, on parlait beaucoup de black box, c'est de moins en moins vrai. Il y a beaucoup maintenant d'outils qui permettent de savoir exactement pourquoi on a tel et tel type de décision. Et il ne faut pas oublier que quand on dit décision, on ne parle pas d'une décision humaine, on parle par exemple d'une probabilité ou d'une précision. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un diagnostic, on ne va jamais avoir un avis ferme, ou alors si on a un avis à 100% qui est ferme, il faut vraiment se méfier du modèle. C'est-à-dire qu'on a une probabilité de se dire, tiens, il y a 90% de chances que ça soit ça, ou etc. Et en fait, l'erreur, elle n'est pas induite par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il n'y a rien de plus stupide que l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de plus stupide que l'intelligence artificielle. Le biais, il vient de l'homme et il vient des données qu'on lui injecte. C'est ça qui est important aussi de prendre en compte. C'est-à-dire que les données qu'on injecte à l'intelligence artificielle, alors après, ça dépend des modèles, etc., mais ça reste de la maths, ça reste de l'informatique. Donc des fois, on fantasme beaucoup sur cette techno, mais pour connaître bien le sujet, ça reste des lignes de code et ça reste des maths. Si on lui injecte des données qui effectivement sont d'emblée biaisées, forcément, il va y avoir un problème. Et par exemple, il y a eu beaucoup de cas où il y a eu des problèmes, et à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est quelles sont les données que vous injectez. Et donc, au-delà de justement des risques, qui sont importants à prendre en compte, justement, c'est pour ça qu'il y a aussi tout un travail qui est fait sur l'explicabilité de l'IA, pour savoir d'où viennent ces biais. Et je vous assure, dans 100% des cas, on sait très bien d'où ça vient, c'est qu'est-ce que vous injectez comme données. Et c'est vraiment ça qui est important. Après, dans l'utilisation de tous les jours, pas grand risque, c'est des modèles statistiques, ce qu'on appelle de l'IA aujourd'hui. Moi, je reviens dans mes études précédentes, c'était de la statistique et de la probabilité.
Ça ne change pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, certes, mais il y a quand même, ça reste des modèles mathématiques. Mais par contre, à un moment donné, les réseaux de neurones étaient importants. Il y avait effectivement ce problème de black box qui est aujourd'hui quand même assez bien résolu. Plein d'outils qui font ça. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais corriger un peu une petite information que vous avez dit sur la marche des tétraplégiques. Le tétraplégique ne marche pas. Il commande par la pensée un exosquelette. Et il ne va pas aller loin. Commander un exosquelette avec des articulations qui sont mal irriguées. Tout le système est quand même très complexe. Les articulations, il ne courira pas le 100 mètres en 20 secondes longtemps. Les articulations seront vraiment détériorées très rapidement. Voilà. Alors, je peux répondre à ça ? Alors, vous parlez d'un type de pathologie. Moi, je parle d'une autre type de pathologie. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ce qu'on appelle la dystonie. La dystonie, en fait, ça touche les enfants comme les adultes, et c'est une maladie qui est une maladie rare qui engendre des mouvements anormaux. Vous avez dit tétraplégique, il me semble. Et alors, justement, qui engendre des mouvements anormaux ou des contractions musculaires complètes qui peuvent engendrer des tétraplégies. Donc, la tétraplégie, c'est induit par plein de types de maladies. Et dans ce type de maladie, lorsque vous mettez des électrodes dans le cerveau et dans certains noyaux, vous pouvez redonner de la marche à certains patients. Pas à tous, parce qu'il y a des mutations à prendre en compte, il y a le type de dystonie, enfin je ne vais pas rentrer dans le thème, mais il y a quand même beaucoup de paramètres, mais effectivement vous pouvez redonner la marche à certaines pathologies. Pour d'autres, évidemment, on est loin, sinon on serait heureux et on ferait plein de choses, etc. Mais dans l'exemple que je donnais, on parle vraiment de la dystonie. C'est vraiment un type de pathologie qui est connu en neurologie. D'accord. Concernant l'azote, les couverts végétaux qui amènent de l'azote, ça existe depuis longtemps. Il faudrait travailler un petit peu plus sérieusement ces systèmes, quoi. Alors oui, mais pas pour les choux, les carottes et tout ça. C'est un type de végétaux qui fait ça, et en fait on rêverait, et c'est un super point, et c'est là le point névralgique de toute la recherche, c'est qu'on aimerait s'inspirer de ce type de végétaux-là, mais pour les mettre sur l'ensemble des cultures, les légumes, les blés, les machins, etc., pour que justement on puisse éviter de faire des engrais. Mais effectivement, c'est un problème vieux comme le monde, mais qui ne concerne qu'un seul type de végétaux. Et vous avez parlé des réseaux de neurones artificiels ? Quand je dis il y a souvent des réseaux de neurones artificiels qui sont dedans. Ça a évolué ou on a atteint les limites Je dirais que ça évolue tous les jours. Ça évolue tous les jours. Ça a certaines limites qui peuvent être des limites en termes de puissance de calcul, qui peuvent être des limites en termes de précision sur certains secteurs ou certains aspects. Mais en fait, les réseaux de neurones, ils ont été inventés. Ce qu'on oublie souvent dans l'intelligence artificielle, ça je ne l'ai pas dit, c'est que la plupart des algorithmes que l'on utilise aujourd'hui ont été inventés dans les années 70 et 80. Donc c'est quand même des vieilles choses. Alors après, ça a évolué, il y a plein de choses qui ont été ajoutées, etc., etc. Mais ce qui a fait que ça a décollé, c'est justement la donnée et la puissance de calcul. Mais ça a ses limites, bien sûr. Par exemple, la prise en compte de plein de données hétérogènes, comme par exemple l'interaction homme-machine. Par exemple, il y a beaucoup de progrès à faire sur le langage, la créativité. C'est-à-dire, une intelligence artificielle n'a pas conscience d'elle-même. Donc il y a encore un champ de recherche qui est juste immense. Et je pense que même si on en parle depuis très longtemps, on est dans un processus d'évolution, dans de la recherche qui va encore, à mon avis, évoluer dans les décennies à venir. Je vous remercie. Il est peut-être temps de clôturer. Peut-être une dernière question s'il y en a. Sinon, on va pouvoir terminer là la conférence. On vous remercie pour vos réponses et l'exposé. Merci beaucoup.